J'ai offert à ma belle-mère le cadeau parfait pour la fête des mères, puis j'ai observé son visage tandis qu'elle réalisait ce que cela signifiait vraiment. Quand mon père a épousé Cassandra, j'avais 11 ans. Maman était partie depuis 13 mois, un mélanome qui s'était propagé plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Un jour, elle se plaignait de maux de tête, et 82 jours plus tard, je me tenais devant sa tombe dans une robe noire qui portait encore les étiquettes. Papa a attendu exactement 1 an avant de ramener Cassandra à la maison. Elle travaillait dans son entreprise d'investissement aux relations clients. Des dents parfaites, des cheveux blonds qui ne bougeaient jamais. Le genre de femme qui portait des talons hauts au barbecue des autres. Elle me rend heureux à nouveau, a expliqué Papa, d'une voix douce mais ferme. J'ai besoin que tu essaies, Emily. Alors j'ai essayé. J'ai aidé Cassandra à s'installer, transportant des boîtes de chaussures de marque dans le placard où se trouvaient autrefois les vêtements de jardinage de maman. J'ai poliment acquiescé quand elle a réorganisé nos meubles, remplaçant les photos de famille par de l'art abstrait qui ouvrait l'espace. J'ai même souri quand elle a transformé le potager de maman en un patio de méditation, parce que cultiver notre propre nourriture était tellement provincial. Pendant 3 ans, j'ai joué le rôle de la belle-fille reconnaissante. J'ai assisté à ses événements d'entreprise en portant les robes qu'elle m'achetait. J'ai toléré ses amis, qui murmuraient à quel point j'étais mature. À 14 ans, j'ai gardé mon deuil caché derrière des notes parfaites et de faux sourires. Papa n'a pas remarqué quand j'ai cessé de rire, trop occupé par l'agenda social de Cassandra et les nouveaux clients qu'elle amenait, trop distrait par leurs retraites en couple et leurs adhésions à des clubs de vin. Pendant ce temps, je dormais avec le pull de maman sous mon oreiller jusqu'à ce qu'il cesse d'avoir son odeur. Cassandra a essayé. À sa manière. Elle m'achetait des cadeaux d'anniversaire coûteux, toujours des choses qu'elle aurait aimées. Elle organisait des dîners élaborés et me présentait comme « notre fille » à des personnes importantes qui n'ont jamais retenu mon nom. Elle a même créé un fonds universitaire pour moi, s'assurant que tout le monde connaisse sa générosité. Mais quand j'ai eu mes premières règles, c'est Google qui m'a appris quoi faire. Quand je faisais des cauchemars sur la mort, de maman, c'était le chien de la famille qui me réconfortait. Le point de rupture est survenu pendant ma 2e année de lycée. J'avais décroché le rôle principal dans la pièce de l'école, la première chose pour laquelle je m'étais passionnée depuis la mort de maman. La soirée de première tombait le même soir que le gala de bienfaisance de Cassandra. Évidemment, tu devras manquer la représentation, a-t-elle dit, sans quitter son téléphone des yeux. Les Richardson amènent leur fils. Il est à Princeton. Déconnexion, Emily. Papa a commencé à objecter, puis s'est arrêté quand Cassandra a posé sa main sur son bras. Ce n'est qu'une pièce d'école, a-t-il finalement dit. Il y en aura d'autres. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pris la vieille boîte à bijoux que maman m'avait laissée. À l'intérieur se trouvait son alliance. Une mèche de mes cheveux de bébé et un journal que je n'avais jamais ouvert, trop effrayée d'affronter ses dernières pensées. Ce soir-là, entre les larmes, je l'ai lu de couverture en couverture. La plupart étaient ce à quoi on pouvait s'attendre. Tartaritis, espoir pour mon avenir, des souvenirs qu'elle chérissait, des conseils qu'elle ne pourrait pas me donner en personne. Mais la dernière entrée, datée de 2 semaines avant sa mort, était différente. Si tu lis ceci, Emily, j'ai besoin que tu saches à propos du coffre-fort. La clé est collée à l'intérieur de cette couverture. Ce que tu y trouveras changera. Tout. Je suis désolée. La clé était petite et argentée, avec le nom de la banque gravé dessus. Le lendemain, j'ai séché les cours et je suis allée à la First National. Le directeur m'a reconnue. La famille de maman faisait affaire avec cette banque depuis des générations. Ta mère a dit que tu viendrais éventuellement, a-t-il dit, me conduisant au coffre-fort. À l'intérieur de la boîte se trouvait une clé USB, plusieurs dossiers, de documents et une lettre qui m'était adressée dans l'écriture de maman. « Ma chère Émilie », commençait-elle. À ce stade, Cassandra s'est probablement complètement intégrée dans vos vies. Je suis au courant d'elle depuis des années. J'ai lu la lettre entière 2 fois, mes mains tremblantes. Maman avait découvert la liaison de papa avec Cassandra 6 mois avant son diagnostic. Elle avait engagé un détective privé qui avait tout documenté. Reçu d'hôtel, messages textes, photos d'eux ensemble pendant que maman me récupérait à l'entraînement de football. Le rapport du détective était méticuleux, couvrant des mois. Il y avait des photographies de papa et Cassandra entrant dans des hôtels dans 3 villes différentes. Des captures d'écran de messages textes qui m'ont donné la nausée. Elle emmène Emily chez sa mère ce week-end. Viens, Karen. Peux-tu imaginer quand nous n'aurons plus besoin de nous cacher? Parfois, je souhaite qu'elle disparaisse simplement. Cette dernière venait de papa, envoyée 4 mois avant que maman ne tombe malade.
J'ai parcouru des relevés de cartes de crédit montrant des dîners dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des soirs où papa disait travailler, tard, des reçus pour des cadeaux de bijoux qui n'étaient jamais arrivés sur la coiffeuse de maman, un contrat de location pour un appartement au centre-ville qui ne figurait pas dans les registres de notre famille. Mais il y avait plus. Les fichiers contenaient des registres financiers montrant que papa et Cassandra avaient systématiquement transféré des fonds du fonds fiduciaire de la famille de maman, de l'argent destiné à moi, vers des comptes offshore. Ils planifiaient cela depuis des années, attendant le bon moment. La famille de maman avait bâti l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la ville sur 3 générations. Quand elle a épousé papa, il n'était qu'un consultant prometteur avec de l'ambition. Elle l'avait fait entrer dans l'entreprise, l'avait guidé, l'avait aidé à devenir associé. Le fonds était l'héritage de sa famille et je devais être son avenir. J'ai trouvé des tableurs détaillés suivant des millions détournés par le biais de sociétés écrans, de faux comptes clients et d'investissements manipulés. L'argent était passé par une douzaine de pays avant de disparaître dans des comptes numérotés. La signature de papa apparaissait sur tous les documents critiques, celle de Cassandra sur la plupart. Le pire, des dossiers médicaux suggérant que le déclin inattendu de maman n'avait peut-être pas été si inattendu. Des résultats de tests étranges, des prescriptions inhabituelles, des rapports toxicologiques qu'elle avait commandés en privé quand elle était devenue méfiante. J'ai commencé à me sentir mal. Après notre dîner d'anniversaire, écrivait maman, d'abord juste fatiguée, puis de plus en plus malade. Les médecins ne pouvaient pas expliquer mes symptômes. Quand j'ai commencé à faire le suivi, j'ai remarqué que je ne me sentais ainsi qu'après les repas que Thomas préparait spécialement pour moi. Il y avait des rapports de laboratoire, analysant des échantillons de cheveux montrant des niveaux élevés de métaux lourds compatibles avec un empoisonnement à long terme. Des résultats de tests sur des échantillons alimentaires de notre maison. Des notes de consultation avec 3 spécialistes médicaux différents qui avaient observé la progression inhabituelle de ces symptômes. Je ne peux rien prouver, écrivait maman, et quand tu liras ceci, cela n'aura plus d'importance pour moi, mais je ne pouvais pas te laisser sans protection. La dernière page de sa lettre détaillait son contre-plan, un second fonds secret qu'elle avait établi, à mon nom, la maison et l'entreprise que je croyais que papa contrôlait, techniquement à moi. Quand j'aurais 18 ans, maman avait changé son testament 2 semaines avant de mourir, travaillant avec des avocats dont papa ne savait même pas qu'ils existaient. J'ai veillé à ce que ce qui est légitimement tien, reste tien, écrivait-elle. Les administrateurs te contacteront automatiquement à ton 18e anniversaire. Mais si tu trouves cette lettre avant, tu peux les contacter en utilisant les informations dans l'enveloppe ci-jointe. Ils sont prêts? Quand tu le seras. Je suis restée dans la salle privée de la banque pendant des heures, absorbant tout. Quand j'ai finalement émergé, j'étais différente. Le deuil et la confusion qui m'avaient définie pendant 3 ans s'étaient cristallisés en quelque chose de plus dur, quelque chose de focalisé. Je n'ai pas immédiatement confronté papa. Je ne me suis pas enfuie ni n'ai appelé la police. J'ai fait quelque chose de plus effrayant. Je suis devenue la fille parfaite. Pendant les 2 années suivantes, j'ai joué impeccablement. J'ai excellé à l'école, j'ai rejoint les clubs que Cassandra suggérait, j'ai assisté à chaque ennuyeuse fonction d'entreprise. J'ai porté les bons vêtements, dit les bonnes choses, et n'ai jamais, jamais laissé voir ce que je savais. La nuit, je documentais méticuleusement leur manigance continue. Chaque fois que papa mentionnait un client difficile ou une stratégie d'investissement complexe pendant le dîner, je recherchais les entreprises impliquées, suivant l'argent à travers son labyrinthe d'entités fictives. J'ai créé mes propres tableurs en m'appuyant sur le travail de maman. Ma chambre est devenue mon centre de commandement. J'ai installé un coffre-fort caché derrière ma bibliothèque où je gardais des copies de tout. J'ai enregistré des conversations lors des dîners de famille, des discussions d'affaires qu'il avait quand il pensait que je n'écoutais pas. J'ai photographié des documents que papa rapportait à la maison et laissé négligemment sur son bureau, confiant que sa fille de 16 ans ne comprendrait jamais leur signification. 6 mois après avoir trouvé la lettre de maman, je me sentais prête à contacter ses administrateurs. L'enveloppe contenait 3 cartes de visite, un comptable judiciaire, un avocat spécialisé dans les crimes financiers et un juge à la retraite qui avait été le plus proche ami du père de maman. Je les ai rencontrés chez le juge un samedi, alors que j'étais censée être à la pratique de l'équipe de débat. Je leur avais tout raconté par téléphone, mais voir leur visage en examinant les preuves réelles était différent. Le comptable a brièvement fermé les yeux quand il a vu l'étendue de la fraude. L'avocate a juré doucement. Le juge m'a regardé avec un mélange de tristesse et de colère froide. « Ta mère était l'une des meilleures personnes que j'ai jamais connues, a-t-il dit. Que veux-tu faire, Émilie? J'avais passé des mois à considérer mes options. J'aurais pu tout exposer immédiatement en voyant papa et Cassandra en prison. J'aurais pu m'enfuir,
attendant d'avoir 18 ans pour réclamer mon héritage. J'aurais pu les confronter, forçant un règlement de compte douloureux. Au lieu de cela, j'ai choisi la voie que maman avait initiée. Méthodique, précise, justice. Je veux tout apprendre, leur ai-je dit, sur l'entreprise, sur les finances et les lois, et comment gérer une entreprise. Je veux être prête quand je récupérerai tout. Le juge a acquiescé, sans surprise. Ta mère a dit que tu dirais cela. Elle nous a laissé des instructions. Si tu choisissais cette voie. Pendant les 18 mois suivants, j'ai mené une double vie à la maison et à l'école. J'étais la fille parfaite et accomplie dont Cassandra pouvait se vanter lors des fêtes. Mais 3 soirs par semaine, je m'échappais pour des groupes d'études et du bénévolat, qui étaient en réalité des sessions intensives de formation avec mon équipe secrète. Le comptable judiciaire m'a appris à lire les états financiers, à détecter les fraudes et à comprendre le réseau complexe de transactions qui maintenait l'entreprise familiale en fonctionnement. L'avocate m'a éduquée sur le droit des affaires, les contrats et les structures juridiques spécifiques qui me permettraient éventuellement de prendre le contrôle. Le juge m'a présenté à ses contacts dans les banques, les investissements et les organismes de réglementation, des personnes qui avaient respecté maman et étaient dégoûtées par ce qui était arrivé à son entreprise. Pendant ce temps, j'ai travaillé avec les avocats de maman, préparant tout, le fond, les preuves, le plan. J'ai obtenu mon diplôme de lycée à 16 ans, 1 an à l'avance. Papa et Cassandra étaient radieux, leur prodige allant à Yale plus tôt avec une bourse complète. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suivais, également des cours d'affaires et de finances en ligne, apprenant tout sur l'entreprise de papa, sur les comptes qu'il pensait être cachés. « Nous sommes si fiers de toi », a dit papa lors de ma petite fête de remise des diplômes. Seulement, la famille et quelques amis proches à eux. Personne de mon école, personne qui me connaissait vraiment. « Tu as dépassé toutes nos attentes », a ajouté Cassandra, son bras autour de mon épaule pour le photographe qu'ils avaient engagé. Admission anticipée à Yale. Le conseil est déjà excité par ton avenir dans l'entreprise. J'ai souri et les ai remerciés, sachant que dans moins de 2 ans, je serai propriétaire de ce conseil. L'été avant l'université, Cassandra a annoncé qu'elle voulait m'adopter légalement. « Tu es ma fille à tous égards qui compte », a-t-elle dit, touchant ma joue lors d'un déjeuner dans son restaurant favori et très cher. « Officialisons cela avant que tu n'ailles à l'université. » J'ai étudié son visage, cherchant un signe d'émotion authentique. Il y avait une certaine tension autour de ses yeux. Un calcul dans la façon dont elle a regardé papa avant de reporter son regard sur moi. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait d'assurer sa position. Une fille adoptive renforcerait sa revendication sur l'entreprise familiale si quelque chose arrivait à papa. J'ai souri et l'ai enlacé, murmurant que rien ne me rendrait plus heureuse. « Nous devrions célébrer », a dit papa, déjà en train de faire signe pour demander l'addition. « Peut-être un week-end dans les Hamptons? Nous pourrions inviter les Preston. Leur fils est à Harvard Law. » « Cela semble parfait, ai-je répondu, pensant au dossier que j'avais compilé sur l'entreprise de logiciels en faillite des Preston et à la mystérieuse injection d'argent qu'elle avait reçue d'une des sociétés écrans de papa l'année précédente. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mes administrateurs. Nous nous sommes réunis dans le bureau rempli de livres du juge après avoir dit à papa et Cassandra que je passerais la nuit chez une amie pour célébrer mon diplôme. Ils veulent que je signe des papiers d'adoption, ai-je expliqué. J'ai besoin de savoir si cela affecte notre plan. L'avocate a étalé des documents sur la table en acajou. En fait, cela pourrait jouer en notre faveur. Le processus d'adoption nécessite des divulgations financières. Nous aurons une image actualisée de leurs actifs. Et cela ne change rien. Au fond de ta mère. C'est incontestable. À quel point sommes-nous proches, ai-je demandé. Le comptable a ajusté ses lunettes. Nous avons documenté 67% des fonds disparus, suivis à travers 4 pays jusqu'à des comptes que nous pouvons identifier. C'est plus que suffisant pour des accusations criminelles. Et les preuves concernant la maladie de ta mère? Demandait doucement le juge. C'était la partie la plus difficile pour moi. La possibilité que papa n'ait pas seulement trahi maman, mais l'ait activement empoisonnée. Les experts médicaux que nous avions consultés ne pouvaient pas prouver définitivement un meurtre, mais le schéma était assez suspect pour justifier une enquête. Gardons cela séparé pour l'instant, ai-je décidé. Une bataille à la fois. Alors que je me préparais à partir, le juge m'a remis un petit paquet emballé. Ta mère a laissé ceci avec des instructions spécifiques pour te le remettre quand tu serais prête à aller de l'avant. À l'intérieur se trouvait un stylo Montblanc vintage qui avait appartenu à mon grand-père. Elle l'a utilisé pour signer sa première grande acquisition, a expliqué le juge. Elle a dit qu'elle voulait que tu l'aies quand tu serais prête à récupérer ce qui est à toi. J'ai porté ce stylo partout avec moi après cette nuit-là, un talisman, une promesse. 2 semaines plus tard, c'était la fête des mères.
Cassandra en faisait toujours toute une histoire. Des brunchs coûteux, des photographes professionnels pour documenter son lien mère-fille pour les réseaux sociaux. Cette année, elle avait prévu une fête dans le jardin pour 30 de ses amis les plus proches. L'annonce de l'adoption serait le point culminant. J'avais passé la semaine précédente à préparer soigneusement mon cadeau, travaillant tard dans la nuit dans ma chambre, compilant des documents, organisant des preuves, élaborant la présentation parfaite. L'ironie ne m'a pas échappé. C'était le cadeau le plus attentionné que j'avais jamais créé pour elle. Le matin de la fête s'est levé ensoleillé et doux, un temps parfait pour l'événement soigneusement orchestré de Cassandra. Les fournisseurs sont arrivés à 7 heures, suivis par les fleuristes, les organisateurs d'événements et une petite armée de personnel, transformant notre cour en un lieu élégant qui ne ressemblait en rien au jardin sauvage que maman aimait. J'ai trouvé Cassandra dans son dressing, entourée d'options de vêtements rejetés. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé, tenant 2 robes crème presque identiques. « Le Dior ou le Chanel ?»« Le Chanel » ai-je dit, remarquant comment elle a immédiatement mis de côté le Dior que j'avais sélectionné. « J'ai quelque chose de spécial pour toi » lui ai-je dit, lui tendant une boîte élégamment emballée avec un ruban argenté. « Oh, tu n'avais pas besoin » a-t-elle dit, sa surprise semblant presque authentique. Nous savions toutes les deux que je ne lui avais jamais offert de cadeau. Pour la fête des mères auparavant. Je le voulais pour l'annonce d'aujourd'hui. Elle a mis la boîte de côté. Je l'ouvrirai plus tard pendant la fête. Ce sera plus spécial comme ça. Je préférerais que tu l'ouvres maintenant, ai-je insisté. C'est personnel. Quelque chose dans mon ton l'a fait s'arrêter. Elle a étudié mon visage, puis a pris la boîte. À l'intérieur se trouvait un livre relié personnalisé. Sur la couverture, gravé en or, la gratitude d'une fille. « Oh, Émilie » a-t-elle respiré, s'attendant clairement à une collection de photos sentimentales et d'hommages. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'elle l'ouvrait. La première page montrait une photo de maman souriant d'avant qu'elle ne tombe malade. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix tendue. « Continue » ai-je dit doucement. « Ça devient mieux. » Page par page, le livre racontait l'histoire que maman m'avait laissée. Reçus d'hôtel, relevés bancaires, rapports médicaux, chacun soigneusement annoté de mon écriture soignée. J'ai observé son visage se transformer tandis qu'elle tournait chaque page, la confusion cédant la place au choc, puis à la colère, puis à la peur. Quand elle est arrivée à la section sur les fonds fiduciaires détournés, son maquillage avait commencé à couler à cause de la sueur qui se formait sur son front. « C'est absurde », a-t-elle murmuré, mais elle a continué, à tourner les pages, incapable de s'arrêter. Dans la section finale, des détails sur le fonds restructuré, les procédures juridiques déjà en cours et la réunion prévue pour le lendemain avec la division des crimes financiers du FBI. Ces comptes offshore que toi et papa avez créés, ai-je dit sur un ton de conversation, me posant sur le bord de sa coiffeuse. Ils ne sont pas aussi impossibles à tracer que vous le pensiez. Savais-tu que 17 pays ont signé de nouveaux accords de transparence bancaire au cours des 5 dernières années? Ou que les transferts électroniques de fonds laissent des horodatages qui peuvent être associés aux données de localisation de ton téléphone portable? Son visage a perdu sa couleur. Ton père et moi serons très intéressés par les conditions que je propose, ai-je conclu, souriant toujours alors que la sonnette retentissait, annonçant les premiers invités. Bien mieux que la prison. Elle s'est levée, renversant sa mimosa. Petite ingrate. Attention, ai-je murmuré. Tes invités regardent, et je décide encore si je leur montre ce qui est dans le chapitre 3. Elle a regardé le livre, encore ouvert à une page montrant ses messages textes à papa de la semaine où maman a été hospitalisée. Des messages se plaignant des heures de visite à l'hôpital, interférant avec leur réservation pour dîner. « Que veux-tu » a-t-elle sifflé, ajustant sa robe de ses mains tremblantes. « Tu vas descendre et organiser ta fête. Tu vas sourire et rire et être l'hôtesse parfaite. Et demain matin à 9 heures, toi et papa allez me rencontrer au bureau du juge Henderson pour discuter des conditions de votre liberté continue. » Ses yeux ont rapidement parcouru la pièce, peut-être à la recherche d'une issue, n'en trouvant aucune. C'est du chantage. Non, ai-je corrigé. C'est la justice, avec une touche de miséricorde. Si vous la méritez. Je me suis dirigée vers la porte. Tu as 30 secondes pour arranger ton maquillage. Les gens attendent. La fête a duré 3 heures atroces. Cassandra a gardé son sang-froid malgré des mains tremblantes et un sourire figé qui n'a jamais atteint ses yeux. J'ai parfaitement interprété la fille adoratrice, portant un toast à son influence dans ma vie, la voyant tressaillir à chaque double sens que nous seuls comprenions. Émilie a été une bénédiction, a dit Cassandra à Madame Henderson, l'épouse du juge. Je ne pourrais pas l'aimer davantage si elle était de mon propre sang. Et Cassandra m'a tant appris,
ai-je ajouté, soutenant fermement son regard, sur la loyauté, sur les conséquences. Madame Henderson nous a regardés tour à tour, sentant le courant sous-jacent, mais incapable de l'identifier. Eh bien, vous êtes manifestement merveilleuses l'une pour l'autre. Papa a envoyé un message disant qu'il était en retard à cause de sa partie de golf. Peu importe. Son cadeau l'attendait dans son bureau, un livre identique avec des documents supplémentaires spécifiques sur son rôle dans la fraude. Les invités sont progressivement partis à mesure que l'après-midi avançait, complimentant Cassandra pour le charmant événement et me félicitant pour Yale. Je suis restée à ses côtés à la porte, acceptant les accolades de femmes qui sentèrent le parfum cher et l'insécurité, serrant la main d'hommes qui connaissaient mon grand-père, mais ne pouvaient pas se souvenir de mon nom. « Est-ce que tout va bien avec Cass ?» m'a discrètement demandé l'un des associés de papa. Elle semble tendue. « Oh, elle est juste émue par l'adoption, » ai-je expliqué. Aujourd'hui signifie beaucoup pour elle. Après le départ du dernier invité, Cassandra a disparu à l'étage. Je l'ai trouvée 20 minutes plus tard, faisant frénétiquement ses valises. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé depuis la porte. Elle s'est retournée rapidement, une poignée de bijoux serrée dans son poing. « Tu ne peux rien prouver de tout cela, c'est circonstanciel. Le FBI ne pense pas cela, ni la SEC, mais sens-toi libre de fuir. Ils s'y attendent. Il y a un agent stationné au bout de notre rue. Il est là depuis 3 jours. C'était un bluff. Les autorités n'étaient pas encore impliquées. Cela faisait partie du levier dans ma stratégie de négociation. Mais Cassandra ne le savait pas. Elle s'est effondrée sur le lit, sa valise à moitié pleine ouverte à côté d'elle. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons papa. Puis nous discutons des conditions. Papa est arrivé 1 heure plus tard, appelant le nom de Cassandra en entrant. Je l'ai rencontré dans le hall d'entrée, son cadeau dans mes mains. « Où est Cass? Comment s'est passée la fête? » a-t-il demandé, desserrant sa cravate. « Elle est à l'étage, et je pense que tu devrais d'abord ouvrir ceci. » J'ai observé la même séquence d'émotions traverser son visage tandis qu'il feuilletait l'épreuve. Contrairement à Cassandra, il est resté complètement silencieux, sa formation d'avocat entrant en action, même en état de choc. Quand il a finalement levé les yeux, son expression était illisible. « Où as-tu obtenu tout cela? » Maman me l'a laissé avec des instructions. Quelque chose comme de la douleur a tremblé dans ses traits, rapidement réprimé. « Émilie, quoi que tu penses savoir, c'est documenté en triple et stocké dans plusieurs endroits sécurisés, ai-je complété pour lui, y compris des preuves sur le déclin de la santé de maman qui suggèrent plus que de simples crimes financiers. » Son visage a pâli à ces mots. « Tu ne peux pas vraiment croire que je l'ai empoisonné. » Je ne sais pas. Les preuves sont non concluantes, mais suffisamment solides pour une enquête si je choisis de la poursuivre. Il a soigneusement fermé le livre, comme s'il pouvait exploser. « Que veux-tu? » La même chose que j'ai dite à ta femme. 9 heures demain. Bureau du juge Henderson. Nous discuterons de la façon dont vous pouvez éviter la prison. Ce soir-là, après le départ des invités, après que j'ai trouvé Cassandra assise seule dans l'obscurité de l'ancien jardin de maman, entourée par les meubles blancs stériles qu'elle avait choisis pour remplacer les fleurs sauvages. « Pourquoi maintenant ?» a-t-elle demandé, sans me regarder. « Pourquoi avoir attendu tout ce temps ?» Je me suis assise à côté d'elle, lissant ma robe. Maman m'a enseigné la patience, et j'avais besoin de tout comprendre d'abord. « Que veux-tu » J'avais répété ce moment pendant 2 ans, imaginant de la satisfaction, peut-être même de la joie. Au lieu de cela, regardant cette femme qui avait aidé à détruire ma mère, je me sentais vide. Papa transfère le contrôle de l'entreprise à moi par le biais du mécanisme original du fonds. Vous démissionnez tous les 2 publiquement, mais restez comme consultant sous ma supervision. L'argent que vous avez détourné retourne au fonds. En échange, je ne lance pas de poursuite criminelle. Elle a ri amèrement. Tu as 16 ans. Tu ne peux pas diriger une entreprise. J'ai presque 17 ans. Avec une équipe d'administrateurs de maman qui attend ce jour. Et je me suis entraînée pour cela la moitié de ma vie. Les pas lourds de papa se sont approchés à travers le patio. Les doigts de Cassandra se sont enfoncés dans les accoudoirs de la chaise. Il n'acceptera jamais. Je me suis levée, ajustant le collier que maman m'avait laissé. Il a déjà accepté. Vérifie ton téléphone. Pendant que nous parlions, papa avait trouvé sa propre copie de mon cadeau de fête des mères. Son message à Cassandra ne comportait que 3 mots. Elle sait tout. Papa nous a rejointes sur le patio, son visage abattu dans la lumière qui s'estompait. Tu n'avais pas besoin de faire comme ça, a-t-il dit doucement. Tu aurais pu venir me voir directement, comme maman l'a fait. J'ai demandé comment ça s'est passé quand elle t'a confronté au sujet de ta liaison il y a 4 ans ou quand elle a questionné les déboursements du fonds. Comment se sont passées ces conversations directes? Il n'avait pas de réponse à cela.
L'entreprise n'est pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul, a-t-il tenté à la place. Ce sont des relations, la confiance des clients. Si tu nous forces à partir, les dommages pourraient déjà atténuer, ai-je interrompu. L'équipe originale de maman est prête à prendre le relais. La plupart d'entre eux ne t'ont jamais fait confiance de toute façon. Ils sont restés par loyauté envers sa mémoire. Cassandra lui a lancé un regard furieux. Tu as dit que tous étaient loyaux, que tu avais assuré leur soutien. Il a menti, lui ai-je dit. Tout comme il a menti sur l'accord prénuptial, que tu as signé, celui avec la clause d'infidélité. Cela ne te laisse rien si tu divorces. Sa tête s'est brusquement tournée vers lui. Quel accord prénuptial? Celui dont j'ai une copie, ai-je dit, avec des preuves de ta liaison continue avec Ryan Donahue du département juridique. Tu as vraiment cru que ces dépenses d'hôtel n'apparaîtraient pas dans les audits de dépenses? La couleur a quitté son visage. Papa semblait confus, puis furieux quand la compréhension s'est faite. Tu m'as dit que c'était terminé, a-t-il grogné. C'est terminé, a-t-elle insisté, mais ses yeux ont évité les siens. Émilie te manipule. En fait, c'est ta spécialité, ai-je dit en me levant. Je préfère les approches directes. 9 heures demain. Ne soyez pas en retard. Et n'essayez pas de quitter la ville. J'ai des gens qui surveillent la maison. Je les ai laissés sur le patio, leur chuchotement irrité me suivant à l'intérieur. Dans ma chambre, j'ai appelé le juge Henderson pour confirmer notre réunion, puis j'ai envoyé le dossier complet par courriel à mes administrateurs, avec instruction de le remettre aux autorités si je ne faisais pas de check-in avant midi le lendemain. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Je suis restée éveillée à écouter leurs discussions étouffées dans le couloir, le son occasionnel de quelque chose qui se brise, une porte qui claque. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu une voiture démarrer et s'éloigner. À l'aube, la maison était silencieuse. Je me suis habillée soigneusement pour la réunion, un tailleur conservateur que maman avait acheté pour ma première compétition, académique. Ses boucles d'oreilles en perles, un maquillage minimal, professionnel, sérieuse, plus âgée que mon âge. Quand je suis descendue, j'ai trouvé papa seul à l'îlot de cuisine, fixant une tasse de café, portant encore les vêtements de la veille. « Où est Cassandra ?» ai-je demandé, bien que je le soupçonnais déjà. « Partie ?» a-t-il dit sans émotion. Elle a pris ses bijoux et sa voiture. Laissé son téléphone pour ne pas être tracée. Cela complique les choses, mais ne les change pas. Elle n'est pas la principale intéressée de toute façon. Il a levé les yeux, ses yeux rouges et vides. « Tu lui ressembles », a-t-il dit de façon inattendue. « Ta mère, quand elle se battait pour quelque chose. » La comparaison m'a réchauffée et blessée en même temps. Nous devrions y aller. Le juge n'aime pas les retards. La réunion a été brève mais complète. Papa, dépouillé de son assurance habituelle, a signé chaque document placé devant lui. Procuration, transfert des droits de vote, lettre de démission. Le juge Henderson l'a guidé à travers chaque étape, sa voix neutre, mais ses yeux froids. Tu comprends que ces conditions sont conditionnées à ta coopération avec l'équipe de recouvrement financier. Toute tentative de dissimuler des actifs ou d'entraver le processus déclenchera les plaintes criminelles que nous avons préparées. Papa a acquiescé mécaniquement. Et l'annonce de l'entreprise suivra le script fourni citant la planification de succession familiale et le désir d'honorer l'héritage de Catherine comme raison de la transition. Un autre hochement de tête. Signe ici et ici. Paraphe ces pages. Quand ce fut terminé, le juge Henderson a fait glisser un document final sur la table. Ceci stipule que tu n'entreras pas en contact avec Émilie directement, sauf par des canaux. Approuvé. Jusqu'à ce qu'elle atteigne 18 ans. Toute communication passe par mon bureau ou par les administrateurs. La tête de papa s'est brusquement relevée. Quoi? Elle est ma fille. Tu peux ne pas signer, ai-je dit calmement, ou je libère les preuves médicales. Sa main tremblait alors qu'il signait le document. Quand il a posé le stylo, le Mont Blanc de maman que j'avais apporté spécifiquement pour cet objectif, ses épaules se sont affaissées avec une finalité qui l'a soudain fait paraître vieux. Puis-je au moins expliquer? A-t-il demandé, sa voix presque inaudible. J'ai lu toutes tes explications, ai-je répondu. Dans tes courriels à Cassandra, dans les mémos justifiant les transferts, dans la déclaration que tu as préparée pour le conseil l'année dernière m'évaluant comme potentielle future figure de proue avec une autorité réelle limitée. Je pense que je comprends parfaitement. Le juge Henderson a conclu la réunion, informant papa qu'une voiture l'attendait pour le conduire à un hôtel. Il serait autorisé à retourner à la maison la semaine suivante pour récupérer des effets personnels sous supervision. Quand papa s'est levé pour partir, il s'est arrêté à côté de ma chaise. « Ta mère serait fière », a-t-il dit, et je n'ai pas pu dire s'il voulait le dire comme un compliment ou une accusation. « Je sais », ai-je simplement répondu. 2 mois plus tard,
J'étais assise en bout de table de conférence dans ce qui avait été le bureau de papa. La transition de l'entreprise avait été annoncée comme un plan de succession familiale, célébré avec des communiqués de presse sur la plus jeune PDG féminine du secteur. Papa est resté comme figure décorative, contrôlé par des contrats, blindés qui surveillaient chacun de ses mouvements financiers. Il a gardé la maison, sa position sociale et évité la prison. En échange, j'ai reçu ce qui était légitimement mien, plus sa soumission complète à des examens trimestriels, où j'examinais chaque aspect de sa vie professionnelle. Les administrateurs ont formé mon équipe de direction, me guidant à travers les innombrables décisions nécessaires pour stabiliser l'entreprise. Après des années de manipulation de papa, j'ai reporté Yale d'1 an, me concentrant plutôt sur l'éducation pratique des affaires dans l'entreprise. Cassandra est réapparue à Miami 3 semaines après avoir fui. Le FBI l'a arrêtée alors qu'elle tentait d'accéder à l'un des comptes offshore que nous avions signalés. Elle a passé 2 nuits en prison avant que les avocats de papa ne négocient sa libération en échange de sa coopération totale. Elle est retournée au Connecticut sous surveillance stricte, vivant dans un appartement appartenant à l'entreprise et travaillant comme intermédiaire clientèle avec une autorité sévèrement limitée. L'accord prénuptial que j'avais mentionné s'est avéré prophétique. Papa a demandé le divorce, citant l'abandon et l'infidélité, ne lui laissant que ce que l'accord de séparation que nous avions élaboré permettait. Elle s'est battue, initialement, menaçant d'exposer la fraude de l'entreprise jusqu'à ce que mes avocats lui rappellent qu'elle serait la première cible de toute enquête. Ce n'était pas la justice pour maman. Rien ne pourrait l'être. Mais c'était le début de quelque chose qu'elle voulait pour moi. Le contrôle de mon propre avenir. La protection de l'héritage qu'elle avait construit. La responsabilisation pour ceux qui l'avaient trahi. La quête de preuves définitives sur la maladie de maman s'est poursuivie silencieusement. J'ai engagé des experts pour réexaminer des échantillons de tissus que l'hôpital avait conservés, commandé de nouveaux tests sur des objets de sa coiffeuse que j'avais gardée intacte, interviewé l'équipe médicale qui l'avait soignée. Les résultats sont restés exaspérément non concluants. Des modèles suspects, mais aucune preuve irréfutable. Papa a maintenu son innocence sur ce front, même lors de réunions privées avec ses avocats, où il a admis tout le reste. Le cancer était réel, a-t-il insisté. Je n'ai jamais touché à ses médicaments, jamais altéré sa nourriture. Je voulais qu'elle parte. Oui, je suis coupable d'avoir souhaité qu'elle meure, mais pas de l'avoir fait arriver. Je ne savais pas si je devais le croire. Une partie de moi avait besoin qu'il soit coupable de tout. Un monstre complet, dont la destruction je pourrais poursuivre sans réserve. Une autre partie désirait désespérément que cette unique ligne reste, non franchie, préservant quelques petits fragments du père que j'avais aimé autrefois. L'entreprise a prospéré sous la nouvelle direction. Nous avons démêlé les systèmes compliqués de papa, récupéré la plupart des fonds détournés, reconstruit des relations avec des clients, endommagés par ces raccourcis. J'ai travaillé 16 heures par jour, dormant sur le canapé du bureau plus souvent qu'à la maison. La maison. La maison ne semblait plus en être une. Je l'ai vendue 6 mois après avoir pris le contrôle, déménageant dans un appartement du centre-ville à une courte distance de marche du bureau. Papa s'est installé dans une maison plus petite en banlieue, dépouillé de ses adhésions au club de country et de la plus grande partie de son cercle social, quand la déclaration de l'entreprise, soigneusement rédigée mais transparente, a clairement indiqué qu'il avait été forcé de partir. La semaine dernière, j'ai visité la tombe de maman pour la première fois depuis que j'avais lu sa lettre. « J'ai fait ce que tu as demandé », lui ai-je dit, plaçant des fleurs sauvages contre la pierre. « L'entreprise est en sécurité. Ton héritage est protégé. J'aimerais que tu puisses voir. » Quand je me suis retournée pour partir, j'ai remarqué une silhouette familière observant à distance. Cassandra, tenant son propre petit bouquet. Nos yeux se sont rencontrés à travers le cimetière. Elle ne s'est pas approchée, mais a fait un signe de la main avant de s'éloigner. Certaines leçons prennent des années à enseigner. Certains cadeaux continuent à donner longtemps après avoir été ouverts. Chaque fête des mères depuis lors, j'envoie à Cassandra la même chose, une seule photographie de maman souriant dans son jardin avec une note qui dit « Je pense à toi aujourd'hui ». Elle ne répond jamais, mais je sais qu'elle comprend. C'est le seul langage qui nous reste, et il dit tout ce qui importe.